Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'étais invité à parler d'un sujet relatif à l'économie islamique et j'ai pensé qu'un des sujets introductifs qui peut se faire en quelques minutes serait de parler du positionnement de l'économie islamique dans la dynamique planétaire actuelle, essayant de repenser la science économique. Donc je voulais partager avec vous quelques faits et quelques idées j'espère que le temps ne sera pas assez court pour les présenter. Donc comme vous le savez, la disparition de l'opposition historique entre l'économie de marché et l'économie socialiste n'a pas empêché l'accentuation des critiques sur les limites de la vision libérale du fonctionnement des marchés. Des critiques qui sont devenues de plus en plus manifestes avec l'incapacité de la majorité des économistes à prédire la crise financière récente et qui a montré encore une fois que la discipline des sciences économiques, telle qu'enseignée, est déconnectée du fonctionnement réel du marché. Cette déconnexion se manifeste également au niveau de l'inefficacité des stratégies de sortie de crise dans plusieurs pays. Mais avant même la crise, il devenait de plus en plus clair, de plus en plus évident que l'État devra jouer un rôle plus important en termes de régulation des marchés. Des marchés qui sont sujets à des imperfections multiples et dont l'autorégulation ou bien le fonctionnement libre ne permet pas d'aboutir au bien-être social. Ceci était clair par plusieurs indicateurs, notamment par le creusement des inégalités sociales, non seulement dans les pays en développement, mais aussi dans les pays développés. Certes, il y avait de la croissance, certes, il y avait du développement, mais un développement qui n'était pas inclusif et qui n'a pas bénéficié à toutes les tranches sociales. En plus des inégalités, la persistance du chômage, la difficulté des jeunes à s'insérer dans le marché du travail, l'endettement public excessif, etc. Ces critiques du fonctionnement libéral des marchés et des théories économiques qui sont sous-jacentes n'émanaient pas seulement d'experts, d'économistes, de philosophes et de praticiens. Il émanait aussi d'étudiants. En témoigne par exemple le boycott de 70 étudiants de l'université de Harvard inscrits dans le cours d'introduction d'économie du fameux professeur Gregory McKeown, qui ont boycotté ce cours pour manifester leur mécontentement de la manière avec laquelle le cours simplifie la réalité économique selon eux et contribue à la pérennisation d'un système économique inefficient qui fait creuser les inégalités sociales aux États-Unis, estiment ces étudiants. Ces étudiants sont conscients de l'existence de plusieurs courants de pensée économique. Et le problème qu'ils ont essayé de soulever est la focalisation de ce cours sur la pensée libérale. Ils sont sûrement au courant qu'il existe de nouvelles, ou bien des approches alternatives, telles que celles proposées par l'économiste et philosophe Amartya Sen, prix Nobel d'économie, qui a élaboré plusieurs travaux sur la famine, la théorie du développement humain, l'économie du bien-être. Et c'est l'un des économistes qui a critiqué la théorie normative du bien-être et son corollaire, le critère d'optimalité de Pareto. Pourquoi il a critiqué cette approche? Pour son incapacité à formaliser des considérations d'égalité et de justice sociale. Ces travaux, fort heureusement, ont été reconnus
au sommet des Nations Unies en 2000 et largement inspiré l'adoption des objectifs millénaires pour le développement. On peut donc dire qu'une nouvelle dynamique à l'échelle planétaire est en train de s'accentuer pour repenser l'économie, comme en témoigne également la création de l'Institut de la nouvelle discipline économique, New Economics Institute, qui s'est fixé comme mission l'établissement d'une nouvelle économie qui priorise le bien-être des individus et le bien-être de la planète. On peut également citer un article récent publié en décembre 2012 par un nouvel prix Nobel de l'économie, Ronald Coase, intitulé « Sauver l'économie des économistes » Saving Economics from Economists, estimant qu'il est urgent de mettre fin à l'appauvrissement de la pensée économique, de la discipline économique, et de la réengager de nouveau avec l'économie réelle en la réorientant vers l'étude de l'homme en tant que tel, et vers l'étude de l'économie telle qu'elle fonctionne réellement. J'estime donc qu'il est aussi temps qu'il est opportun pour ceux qui croient aux vertus de l'économie islamique à participer à cette dynamique intellectuelle planétaire et proposer des solutions concrètes aux problèmes urgents, aux problèmes auxquels font face plusieurs pays, à savoir le chômage, la pauvreté, la difficulté d'accéder au financement, surtout pour les petites et moyennes entreprises, les problèmes de l'environnement, les problèmes de la famine et le problème du logement. Un petit aperçu pour rappeler que l'économie islamique est une discipline, si jamais on peut la qualifier de discipline, parce qu'elle est encore en phase de gestation, qui a démarré avec la première conférence internationale sur l'économie islamique en 1976 à Makkah al-Mukarram. Et un des pionniers de l'économie islamique, Dr Omar Chapra, définit le cadre d'analyse de l'économie islamique comme étant un cadre dans lequel les politiques économiques sont conçues pour réaliser les objectifs socio-économiques que l'islam souligne, notamment le bien-être économique couplé avec le plein emploi et la croissance économique. Donc la croissance économique n'est pas un objectif ultime. Le deuxième objectif souligné par Dr Chapra est la justice socio-économique et la distribution équitable du revenu et de la richesse. On pourra bien sûr s'étaler sur la notion de justice, sur la distribution équitable, mais comme on est dans juste une présentation introductive, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais on pourra dire que l'une des caractéristiques majeures que l'économie islamique préconise est le lien étroit et permanent entre la sphère financière et la sphère réelle. Un lien qui empêcherait toute financiarisation exagérée de l'économie, une financiarisation exagérée qui amène à la concentration de la richesse, à l'accentuation des activités spéculatives, à la multiplication des crises financières et à la nécessité contenue de réajuster la réglementation du système financier. Bien sûr, un réajustement difficile parce que plusieurs acteurs vont défendre des intérêts souvent conflictuels. Un autre aspect, c'est la finance islamique. La finance islamique ou la finance participative, qui est basée sur le partage des profits et des pertes, qui est une aussi des caractéristiques majeures de l'économie islamique, mais qui malheureusement a des difficultés
à se concrétiser malgré la prise de conscience de l'urgence de l'instaurer. La finance islamique n'est qu'un maillon d'une plus large chaîne basée sur une vision islamique du comportement des agents, où la coopération et la solidarité seraient des dimensions importantes, notamment à travers des mécanismes comme l'aumône, zakat, la philanthropie, notamment par le sadaqat et les awqaf. En guise de conclusion, plusieurs experts, plusieurs économistes de la science économique sont en train de repenser la discipline économique. Plusieurs économistes se rattachant à l'économie islamique pensent qu'il est urgent de développer une vraie discipline spécifique à l'économie islamique, dont la composante normative s'inspire certes du Coran et de la Sunna, mais dont la composante positive se base sur une approche méthodologique universellement acceptée et qui permettrait d'aboutir à des solutions réelles, implémentables aux problèmes économiques contemporains. Je vous remercie et j'espère qu'il y aura d'autres occasions pour en discuter. Salam alaikum.